Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Laurie Chaikin qui vient nous parler de son balado « Respire avec moi ». À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre nous amène son sujet « Prison et Dragon ». Notre invitée en deuxième demi, c'est Amandine Gauthier. Elle vient nous parler du projet « Es-tu malade ?» Bienvenue donc à Folie douce. Vous écoutez l'émission numéro 786. Vous syntonisez l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. J'ai le plaisir d'accueillir mon invité, Laurie Chaikin. C'est bien ça comme ça qu'on le prononce, oui, c'est ça? Tout à fait. Bonjour Laurie, bienvenue à l'émission Folie douce. On va parler d'un nouveau, en fait c'est un premier balado qui a rapport à la méditation que vous avez créé, qui s'appelle « Le Respire avec moi ». On veut tout savoir, donc on a du temps pour en parler. Pourquoi un balado sur la méditation? En fait, en avril 2018, que mon mari et moi, on a créé le balado « Respire avec moi », c'était suite à des demandes qu'on avait, en fait, que moi, j'avais eues dans l'atelier que j'anime. J'anime un atelier qui s'appelle « Agir sur mon stress » avec des adultes. Ouais. Et souvent, les adultes me demandaient, bon, mais qu'est-ce qui existe pour les enfants? Qu'est-ce qui existe, surtout de ressources gratuites? Je travaille quand même avec des gens qui sont de milieux défavorisés, donc qu'est-ce qui existe là, qui n'est pas un livre, qui n'est pas une application payante? Alors, on a eu cette idée-là, donc on pourrait créer des outils pour les enfants qui sont faciles à utiliser. Donc, c'est un peu le départ là, de Respire avec moi. Au départ, c'était vraiment juste des méditations pour enfants, donc vraiment adaptées là, à leur niveau de langage, des exemples. On parlait de l'école, on parlait de se chicaner avec ses amis. Et au fur et à mesure qu'on s'est mis à publier les épisodes sur Internet, il y avait des parents qui nous écrivaient, qui nous disaient « Ah, ben on écoute les épisodes avec vos enfants, avec nos enfants, et ça pourrait peut-être... Est-ce que vous pourriez... parler, je sais pas moi, de sujets peut-être plus adultes pour mes problèmes à moi. Tout public, dans le fond, là, c'est un peu ça. Alors, après avoir publié, je sais pas moi, peut-être une vingtaine d'épisodes pour les enfants, c'est comme on a commencé à produire des épisodes aussi pour les adultes. Okay. Donc là, présentement, on diffuse des nouveaux épisodes à peu près tous les 2 semaines, tous sur des thèmes différents. Et en tout cas, ce que nous, on fait qu'on aime bien, là, c'est que la première partie des épisodes, c'est généralement plus de l'éducation, tu sais. Par exemple, on va parler de la colère. Pourquoi la colère, ça existe? À quoi ça sert, la colère? Comment on peut exprimer notre colère? Et ensuite, on fait toujours un exercice de méditation sur ce thème-là. Alors, tous nos épisodes, ils ont des thèmes différents. Et là, c'est facile à l'audio, parce que la méditation, dans le fond, c'est ça, c'est un peu de donner des consignes, ou en tout cas, donner une façon de se sentir, d'être capable de faire le vide, peut-être, ou de se concentrer sur soi, là. Donc, j'imagine que c'est facile avec la parole d'amener les gens à méditer? Oui, tout à fait. Pour plusieurs personnes, on a l'impression que la méditation, c'est peut-être pas accessible, c'est épeurant. Quand je ferme mes yeux, j'essaie de me concentrer. Bien, souvent, toute l'anxiété, toutes les pensées anxieuses ressortent. Fait qu'avec la méditation guidée, on met aussi de la musique. C'est plus facile là, de se recentrer sur soi, de sentir le souffle. Alors, j'ai certains épisodes que je guide beaucoup plus, il y en a d'autres que je laisse plus de silence, comme ça les gens, ils trouvent un peu leur compte, là, dépendamment de leurs besoins. C'est des épisodes de combien de minutes, normalement? Le plus court dure environ 5 minutes. Je pense même qu'il s'appelle « S'apaiser en 5 minutes » et on en a un qui dure jusqu'à 24 minutes. OK. Donc, c'est pas nécessairement selon les moments, donc à peu près à chaque 2 semaines, ou c'est ça, comme deux fois par mois, disons, vous allez mettre en ligne, vous allez rendre disponible un balado où les gens vont pouvoir... il n'y a pas toujours la même structure, là. Exactement. Ça va vraiment dépendre du thème qu'on a choisi. Et de plus en plus, il y a une petite communauté qui s'est créée autour du balado. Donc, j'ai des gens qui m'écrivent, qui m'envoient des suggestions de thèmes. On prend le temps là, de remercier les auditeurs là, qui nous ont suggéré des thèmes au début des épisodes. Fait que ça crée une belle rétroaction aussi. C'est ça qui est le fun avec le format du balado. C'est très interactif. Donc, ça, là, on vient d'en publier un la semaine dernière sur la mauvaise humeur. Puis là, la semaine qui s'en vient, je crois, c'est un épisode qui a été suggéré par une auditrice, une adulte, sur la confiance en soi. Ouais. C'est important parce que souvent, on ne s'arrête pas à ça, mais dans la vie de tous les jours, c'est un peu ça, tous les petits irritants qui font en sorte que peut-être notre santé mentale, des fois, se sent moins bien. Tout à fait. Parce que c'est un domaine que je pense que vous connaissez aussi. Vous êtes intervenante au niveau de milieu de santé mentale. Oui. Donc, ça aussi, ça doit... Je ne sais pas si ça vous a
déjà servi dans votre travail là, auprès de gens qui ont des problèmes de santé mentale aussi? Ça me sert beaucoup au niveau de mon travail. Évidemment, ça me sert aussi au niveau de ma vie personnelle. Mais oui, j'utilise beaucoup la méditation pleine conscience dans mes ateliers. En fait, dans tous mes ateliers, on aborde ce sujet-là. On fait pas toujours nécessairement de la méditation, mais ça va être la pleine conscience au niveau du corps, par exemple, ou la pleine conscience au niveau de qu'est-ce qui se passe dans mes 5 sens, les émotions. Donc, accueillir les émotions telles qu'elles sont, sans les juger, sans analyser, juste être réceptif à ce qui est là. Fait que oui, on aborde beaucoup ça là, aux ateliers où j'anime à Vers l'équilibre. C'est un organisme à Montréal. Ouais. Fait que oui, c'est un sujet là, qui est super important au niveau de la santé mentale. Est-ce qu'on peut, on a une bonne idée, mais est-ce qu'on peut définir ce que c'est la méditation? Parce que je pense qu'on comprend un peu que c'est justement de l'introspection, puis c'est de prendre un temps d'arrêt, tout ça, mais est-ce qu'il y a une façon puis quand vous parlez justement de pleine conscience, donc ça signifie quoi? Donc c'est juste de définir un peu mieux. C'est sûr que quand on parle de méditation, il existe plein de types de méditation. Moi, je me concentre vraiment plus sur la méditation, ce qu'on va appeler la méditation pleine conscience. C'est vraiment le type de méditation qu'on entend beaucoup parler là, dernièrement, qui a été un peu, qui est de plus en plus utilisé là, dans les traitements là, au niveau des problématiques de santé mentale. C'est tout simplement d'être présent à ce qui se passe là, dans l'ici maintenant. Donc, si je veux, par exemple, pratiquer la méditation pleine conscience, ben je peux me concentrer tout simplement sur ma respiration. Alors, je vais sentir mon corps qui respire, mon ventre qui se gonfle, qui se dégonfle, tout ça. Mais je peux aussi pratiquer la pleine conscience sans même fermer les yeux. Je pourrais tout simplement rester attentif aux sons qui m'entourent. Je peux pratiquer la pleine conscience en mangeant, en bougeant, en dansant. Donc, c'est un peu de la contemplation, d'une certaine façon. On pourrait s'asseoir à l'extérieur, voir les feuilles des arbres, puis voir la nature, puis ça en est un peu. Ça. Absolument. C'est une superbe façon de pratiquer la pleine conscience. Pour certaines personnes qui sont peut-être, c'est ça, un peu qui anticipent, qui sont anxieux face à l'idée de méditer, parce qu'il y a peut-être un peu le stéréotype de la méditation, c'est que je me ferme les yeux, je dois faire le vide, je suis supposée d'être calme. Ça peut être angoissant, cette idée-là. Et la méditation pleine conscience, c'est pas de la relaxation. C'est pas toujours relaxant de faire de la méditation pleine conscience parce que si j'accueille qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, puis ce qui se passe, ben c'est de l'angoisse, c'est la peur, ben ça se peut que ça soit bouleversant. Oui, il faut le vivre. Là. Il faut pas avoir peur de ça. Il faut comme faut le gérer, mais il faut apprendre peut-être à le gérer aussi, c'est ça? C'est d'apprendre à accueillir qu'est-ce qui est là plutôt que d'essayer de le mettre dans une boîte, de le combattre, de dire c'est pas correct, je devrais pas me sentir comme ça. Donc, c'est vraiment de se donner la permission de vivre qu'est-ce qu'il y a à être vécu. Et est-ce qu'on doit accorder un certain nombre de temps à la méditation ou c'est vraiment... Parce que, tu sais, c'est peut-être ça un frein aussi, les gens voudraient peut-être le faire, mais comme c'est un petit peu méconnu, peut-être, malgré qu'on en parle depuis longtemps, mais j'ai l'impression que les gens se disent, j'ai pas le temps de m'arrêter mais est-ce que ça prend effectivement beaucoup de temps? Il va y avoir différentes écoles de pensée à ce sujet-là. C'est sûr que comment moi je l'amène, c'est que peu importe le temps que tu prends, c'est suffisant. Si c'est 1 minute que c'est possible, alors 1 minute de pleine conscience, c'est merveilleux. C'est mieux que pas de minute. Donc, on peut commencer, puis c'est ce que je suggère justement aux gens qui sont plus anxieux à l'idée de pratiquer la pleine conscience. Fais des petites minutes de pleine conscience dans ta journée. Ça peut être 1 minute de se brosser les dents en pleine conscience, 1 minute de caresser son chat en pleine conscience, évidemment 1 minute de juste respirer. Et quand 1 minute, ça devient facile, on peut passer à 2 minutes. Et plus on pratique, plus on se rend compte que peut-être qu'on a le temps pour la pratique. Les bienfaits de la méditation, parce qu'au courant des années, ça fait quand même plusieurs années, j'imagine que vous êtes intéressé par le sujet, puis c'est un jour, probablement qu'on découvre ça, puis on se dit c'est incroyable, puis on veut pousser. Mais les bienfaits de ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme bienfaits de la méditation? Il y a de plus en plus d'études sur justement les bienfaits de la méditation pleine conscience. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites au niveau des adultes. Ça commence au niveau des enfants. On sait que pour travailler l'anxiété, pour travailler les symptômes dépressifs, c'est vraiment un outil qui est super, super efficace. Je ne veux pas dire que c'est
un outil qui est parfait pour tout le monde, parce que ça, il n'y en a pas, mais c'est très efficace pour l'anxiété, la dépression, pour travailler l'attention aussi, la concentration, pour apprendre à réguler ses émotions. C'est super intéressant. On sait que chez les enfants, ça va aider au niveau des problèmes de comportement. Les enfants qui sont très turbulents à l'école, par exemple, on voit que ça a un impact super positif sur eux. Là, Ils vont développer, finalement, ils vont comme développer un contrôle de soi, quoi, ou une écoute peut-être plus grande que s'ils ne le faisaient pas. Là. Puis une capacité aussi à voir les émotions quand ça s'en vient, plutôt que d'être submergé puis d'agir de façon impulsive, de les voir venir, puis peut-être de revenir à la respiration, juste pour se calmer. Fait que ça fonctionne super bien, la méditation pleine conscience, avec les enfants. On change un peu les méthodes, on va utiliser des images, comme souffler des chandelles, ou avec plus de visualisation. Ça fonctionne très, très bien. C'est très efficace. Les enfants, en tout cas, les enfants que moi, je connais, qui, dans mon entourage, qui ont pratiqué ça, là, ils ont été en mesure de l'adopter très vite. C'est souvent quand on vieillit qu'on perd ces habitudes-là là, de respirer profondément ou d'observer sans être distrait par son anxiété. Quand on est jeune, ça on l'absorbe, on l'accepte, et c'est ça. Puis peut-être qu'on voit peut-être les bienfaits assez rapidement aussi. Les jeunes réalisent aussi que c'est très bénéfique. Là. Oui, et de plus en plus dans les écoles, là, il y a des programmes où on commence à enseigner la méditation. J'ai vu un article dans les écoles québécoises là, qu'on commence vraiment à intégrer les différentes pratiques de méditation pleine conscience. Même mon fils qui est en maternelle, il en font dans sa classe. Oui. Donc, pour apprendre à respirer, on fait de la méditation, on fait de la cohérence cardiaque, un balayage corporel. Donc, toutes sortes d'outils comme ça, même des tout petits là, de 5 ans peuvent en bénéficier. Oui. Donc, vous avez démarré un balado, le premier balado sur la méditation. Est-ce qu'il s'en fait d'autres ailleurs, à votre connaissance, ailleurs au monde? En anglais, oui, il y en a plusieurs. J'en connais pas d'autres en français. J'en ai cherché beaucoup. C'est une des raisons qu'on s'est dit, on va faire un balado. Il n'y en a pas d'autres. Donc, c'est pour ça qu'on est passé par là plutôt qu'une chaîne YouTube ou quelque chose comme ça. Ça, c'est vrai qu'il y en a des trucs au niveau de la méditation, mais c'était vraiment l'idée du balado, c'est que c'est facile à télécharger. On peut le graver, on peut le mettre sur un CD si on a quelqu'un dans notre entourage qui n'a pas accès à Internet. On peut l'amener partout où on va. On peut l'amener partout. Donc, puis il y a une tendance aussi, tu sais, ça voudrait qu'il y a comme une renaissance, si on veut, du côté, dans le fond, c'est un peu le monde de la radio. Là. On est à la radio maintenant, mais je veux dire, c'est un peu ça aussi. Ça reste que c'est mobile, la radio, puis c'est ça un peu le balado aussi. Oui, on peut l'écouter quand ça nous convient, avant de se coucher, à n'importe quel moment. Fait que oui, c'est hyper pratique. On a environ une minute. Comment on fait pour trouver le balado en question qui s'appelle « Respire avec moi ». C'est vous qui l'avez créé avec votre conjoint. Donc, comment on le cherche? Comment on le trouve, finalement? Tout simplement en tapant respireavecmoi.com. On a notre site Internet. On a aussi une page Facebook. On est aussi disponible sur l'application Insight Timer. En fait, là, ça va être sous mon nom, Laurie Scheiken, qui est une application qui est quand même intéressante, qui a beaucoup de méditation francophone là-dessus. Mais principalement, ça va être facile de nous trouver sur respireavecmoi.com. Et nous, on va le mettre aussi dans nos réseaux, sur le site, tout ça. On va le mettre aussi en référence. Donc, c'est toujours intéressant. Mais en le cherchant, je pense que c'est intéressant à découvrir, puis à vous écouter, justement, puis à peut-être mettre en pratique ces bons conseils. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à l'émission Folie Douce. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci et bonne continuation. Merci. Au revoir. Vous aimez gazouiller? La bonne santé mentale vous titille? Suivez Folie Douce Radio sur Twitter. C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, le sujet que tu nous amènes, le Prison et Dragons. Oui. C'est un jeu, ça? En fait, le jeu, c'est Donjons et Dragons. Oui. Mais on sait que les échecs, par exemple, c'est un jeu qui a toutes sortes, j'en ai déjà parlé, qui a toutes sortes de qualités pour aider les étudiants, par exemple, à avoir plus de discipline au niveau, on peut appeler ça la discipline au niveau mental pour aider l'apprentissage. Oui, organiser la pensée. Ouais. Mais il y a d'autres jeux de société aussi qui ont des qualités peut-être pour augmenter les habiletés sociales. Par exemple, dans cet article qui s'appelle « Prisons et Dragons », c'est un article écrit par Mme Elisabeth de Clear. C'est D-E-K-L-E-E-R. Elle est productrice et directrice de documentaires avec un intérêt pour ce qui concerne la loi et la justice. C'est un article que j'ai pris sur Internet sur le site vice.com. Alors, elle nous dit, dans une prison de haute sécurité du Colorado, meurtriers et braqueurs de banques jouent à Donjons et Dragons depuis des années, s'évadant ainsi dans des mondes imaginaires.
Au cours de ces sessions de jeu qui durent 3 heures, les joueurs dont les origines ethniques et les affiliations à des gangs sont très diverses mettent de côté leurs différences et revêtent la peau de leurs personnages. Des elfes, des nains, des semi-hommes, etc. Moi, je dois dire que j'ai jamais joué à Donjons et Dragons. Moi non plus, j'ai pas. Je connais, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça. C'est très populaire. Ouais. Alors, quand le maître de donjon les embarque dans des quêtes menant à des monstres mythiques, le béton et les barreaux métalliques s'effacent pour laisser place à une forêt hantée, à l'antre d'un dragon ou à la crypte d'un château, des donjons d'un tout autre genre. Du haut de ses 6 pieds 6 pouces, Melvin Woolley Bay, 33 ans, est l'une des figures les plus imposantes de cette prison de Sterling. Depuis ses 18 ans, il a été condamné plus de 10 fois pour des vols, des cambriolages et des affaires de trafic de drogue. Autrement dit, la prison est un peu sa maison. La première fois que Melvin a mis les pieds à Sterling, il a remarqué un groupe de détenus qui jouaient à Donjons et Dragons. Melvin avait été attiré par le jeu quand il était ado, parce qu'il trouvait que ça ressemblait au théâtre, mais cela faisait des années qu'il n'y avait pas joué. Il s'est donc joint à la partie et il a rapidement trouvé une occasion de se défaire du personnage de gros dur qu'il s'était construit pour survivre dans la rue. Melvin joue au sein d'un groupe mené par le maître de donjon Aaron Clogg, un détenu assez solitaire ayant une certaine affinité avec les nombres et les systèmes, mais des difficultés à se lier avec les autres. En termes d'investissement dans Donjons et Dragons, personne ne va aussi loin que ce Clogg qui vit et respire pour le jeu. Quand il ne mène pas une session, on peut le trouver dans sa cellule en train de dessiner des cartes et de concevoir des histoires pour chaque personnage. Il nous dit « J'ai toujours joué à des jeux. C'est la seule chose où je suis presque imbattable. Que je sois ici ou dehors, c'est mon truc. » Au Québec, on dirait c'est mon bag. Oui, c'est mon bag ou c'est... Non, ça se dit plus aujourd'hui. Oui, ça se dit plus ou moins, mais on comprend ce que tu veux dire. Alors, tout comme Melvin, Clogg fait des allers-retours en prison depuis l'adolescence. Il purge actuellement une peine de 8 ans de prison pour braquage. La police avait identifié Clogg comme suspect numéro 1, mais ne savait pas où le trouver. Après 3 mois d'enquête, les policiers ont remarqué qu'il s'était inscrit à une partie de Donjons et Dragons. Sur l'événement, on pouvait lire « L'aventure vous attend alors que vous traversez la vallée de Nantir pour y affronter des bêtes sauvages et des démons aux confins de la civilisation. » Est-ce que l'histoire dit si ce jeu-là est amené par des détenus eux-mêmes, ça tu disais, ou c'est plus peut-être les gens de la prison qui ont trouvé peut-être un moyen de amener quelque chose pour divertir? Non, mais ça, on ne le dit pas dans l'article. On peut supposer que c'était déjà là parce que dans les prisons, je pense qu'il y a un certain... bagage de jeu comme Monopoly. Non, c'est pas mentionné par Mme Declercq. Alors, la police est donc rendue sur les lieux de l'événement où ils l'ont arrêté. Le lendemain, l'affaire était dans les journaux. Un rôliste arrêté pour un braquage bien réel. Évidemment, dès qu'il est arrivé en prison, Clogg a démarré une partie. Ceci dit, Melvin minimise sans doute ce qu'il a fallu faire pour obtenir ce fameux respect. Il y a 2 ans, un autre détenu qui n'appartenait pas au groupe avait pris la mauvaise habitude d'interrompre régulièrement la partie seulement pour provoquer les joueurs. La colère de Melvin enflait à chaque interruption jusqu'au jour où il a décidé que c'en était trop. Il a dit « Je t'ai dit d'arrêter de nous faire chier quand on joue. » Il a même hurlé en plantant son crayon dans la cuisse du malotru à plusieurs reprises. Okay, ouais. Non, ça joue dur. Ça joue dur. Alors, il se justifie en disant « En prison, on a 3 heures de temps libre par jour, pendant lesquelles on a accès aux tables et on n'est pas enfermé. On a donc très peu de temps pour jouer et ce temps doit être plus utilisé pour passer des coups de fil, se doucher, etc. On n'a vraiment pas besoin que des NPC, j'ignore ce que ça veut dire, tout pourri, viennent nous distraire. » Les agents pénitentiaires ont envoyé Melvin à l'isolement où il a réussi à convaincre les détenus des cellules avoisinantes de jouer avec lui en criant dans les conduits d'aération. Selon Clogg, la plupart des gardiens de Sterling tolèrent le jeu et se montrent même parfois curieux, posant quelques questions. Ils sont peut-être interloqués
de voir des criminels endurcis se changer en elfes et autres créatures mythiques. Mais je vais m'arrêter ici, Yvan, je vais poursuivre un peu plus tard. Bien, merci, et très, très bon sujet. Prisons et dragons, donc à Folie Douce, demeurez des nôtres. À venir dans l'émission Folie Douce, nous recevons Amandine Gauthier qui nous présente le projet Es-tu malade? À l'Espresso allongé, c'est la suite du sujet Prison et Dragons. Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio. Vous écoutez actuellement Folie Douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Je suis maintenant en compagnie de mon invitée Amandine Gauthier. Bonjour, Madame Gauthier, bienvenue à Folie Douce. Merci beaucoup, bonjour. Ben oui, bonjour. Vous êtes donc créatrice et vous vous occupez du projet multiplateforme Es-tu malade? Le nom est déjà intéressant, là, ça attire l'attention. Qu'est-ce que c'est? Comment on peut le présenter, ce projet-là, justement, multiplateforme? En fait, c'est un projet qu'on a initié pour sensibiliser les jeunes. Quand on parle de jeunes, on dit à peu près les 14-20 ans, aux questions santé qui les concernent tout particulièrement. Donc, pour ce projet-là, notre problématique était de se dire comment leur parler et sur quelle plateforme leur parler. Donc, on a choisi des endroits qu'ils fréquentent régulièrement, que sont YouTube, Instagram, puis on a aussi un site Internet qui regroupe toute l'information. Oui. Et pourquoi, comment, on va y aller un petit peu dans l'historique, mais comment est née peut-être cette idée-là, ou qui est derrière ça, ou en fait, comment ça s'est mis en place, hein? En fait, l'entreprise Cossette, qui est une agence de publicité qui a une agence à Québec, mais aussi à Montréal, puis dans différents endroits, a créé comme une organisation qui s'appelle l'Observatoire Santé, qui est comme leur branche à but non lucratif, qui a pour objectif de traiter toutes les questions de santé puis de sensibiliser les gens sur les problématiques de santé. Et ils nous connaissent parce que nous, mon équipe et moi, nous, on s'appelle La Flèche, on est spécialisés en contenu. Donc, nous, notre marque de fabrique, entre guillemets, c'est de vraiment réussir à prendre une problématique quelle qu'elle soit, puis de générer du contenu autour de ça. Ça peut être du texte, ça peut être du vidéo, ça peut être du podcast. On travaille avec des journalistes qui sont spécialisés dans plein de domaines différents et on aide donc les différentes entreprises qui ont des projets à créer du contenu autour de ça. Donc, l'Observatoire Santé nous a contactés et nous a dit, nous, on a un projet à but non lucratif qui est de faire la promotion de la santé au sens large. Fait qu'au début, on avait créé avec eux un site qui s'appelle notresanté.ca sur lequel il y a des articles qui traitent de santé au sens très, très large, puis qui avaient même fait paraître un livre à un moment donné. Et puis, à un moment donné, ils sont arrivés en disant comment on peut parler plus spécifiquement aux ados, parce qu'on se rend compte que là, on parle aux adultes et même aux aînés, mais les ados, comment on s'adresse à eux? Donc là, on a fait de la recherche, on a fait beaucoup, beaucoup de recherches et on est arrivé avec ce projet-là. Parce qu'il y a la santé physique et la santé mentale. Absolument. Puis c'est des problématiques qui sont très, très fréquentes, puis qui sont très souvent mal exprimées ou pas exprimées du tout chez les jeunes en particulier. On a toujours l'impression que les jeunes sont comme un peu... pas laissés de côté, mais disons qu'on ne s'adresse pas toujours peut-être dans la meilleure façon aux jeunes. Donc, vous avez peut-être trouvé est-ce que la réponse est bonne? Est-ce que vous avez beaucoup de feedback, comme on dit en français? Pour l'instant, on est en démarrage parce que c'est un projet qu'on veut organique. Oui. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui vient avec le temps. Mais la réponse est excellente au sens que les gens qui sont mis en face de ce projet-là sont extrêmement enthousiastes. Mm-hmm. L'idée, elle est vraiment, effectivement, vous l'avez cité vous-même, là, de se dire, il y a la santé au sens plus classique, puis il y a la santé mentale. On sait que chez les jeunes, c'est quelque chose qui est extrêmement problématique. Et quand on a fait nos recherches, on s'est rendu compte que pour les jeunes, il existe des organismes comme Tel Jeune, par exemple, qui sont extrêmement actifs, mais qui sont, entre guillemets, des cellules de crise, ou en tout cas, qui sont une série de psychologues ou de travailleurs sociaux qui sont disponibles pour répondre aux jeunes qui ont des questions. Et nous, on s'est dit, mais il n'y a rien en amont pour les sensibiliser. Par exemple, pour dire à un jeune, on a l'impression que tu vis une problématique de stress, tu n'en es peut-être pas conscient, mais c'est quelque chose qui est très présent dans ton environnement, à ton âge, etc. On veut juste comme en parler pour te sensibiliser aux questions, pour que le jour, pour prévenir les problèmes, bien sûr, mais aussi pour que le jour
où ça apparaît, tu puisses reconnaître les signes puis soigner plus rapidement le problème. Oui. Donc, on est vraiment allé sur quelque chose qui est en amont, en fait. On essaye d'être en sensibilisation puis de leur parler des sujets pour les rendre plus accessibles puis pour que ça devienne facile d'en parler, pour qu'on enlève les tabous autour de toutes ces questions-là. Et comme en société, souvent, on attend qu'il y ait des problèmes puis on répare les pots cassés, mais effectivement, tout le monde se dit toujours pourquoi on ne va pas prévenir, puis c'est toujours une bonne solution, mais on a l'impression que ça se fait jamais. Alors, ça prend comme des projets un peu extérieurs qui vont peut-être amener cette option-là, finalement. Là. Oui, puis je vous dirais qu'une des problématiques qu'on rencontre, c'est que les jeunes ont vraiment créé des réseaux qui leur sont très propres. Que ce soit par YouTube ou par tous les réseaux sociaux, en fait, ils ont vraiment créé des canaux de communication, où ils se parlent entre eux, où ils échangent leurs informations, mais qui sont finalement plus hermétiques aux adultes. Or là, évidemment, ça prend des professionnels pour traiter de ces questions-là. Là, on parle de sujets qui sont délicats puis qui sont très sensibles. Donc, c'était de se dire, comment est-ce qu'on arrive à leur parler? Comment est-ce qu'on s'éloigne de la question un peu professorale, c'est-à-dire d'avoir une entité adulte qui parle à un jeune puis qui lui dit comment faire? Et comment on crée un dialogue puis qu'on se met à leur niveau puis qu'on utilise un langage qui les concerne, mais qu'on utilise aussi des plateformes sur lesquelles ils se rendent? Donc, notre solution à nous, ça a été de travailler avec une jeune qui s'appelle Calypso Lemoine, qui a 18 ans. Calypso a un profil un peu particulier, c'est qu'elle étudie en prévention de la délinquance, mais c'est aussi une fille qui fait beaucoup d'impro, qui fait de la radio, qui fait du court-métrage, qui fait un paquet d'affaires, donc qui est une excellente communicatrice. Donc, on s'est dit, on a quelqu'un qui est très sensible à ces questions-là et qui sait s'adresser aux jeunes, qui a leur âge, en fait, donc qui vit aussi ces questions-là. Donc, pour nous, c'est le profil idéal, puis tout le projet s'est construit autour d'elle, puis de Calypso qui délivre les messages. Évidemment, il y a une équipe de journalistes qui travaille en amont, là, c'est-à-dire que nous, on fait des recherches, on documente tous les sujets pour lui donner de la matière, et c'est elle, après, qui anime la chaîne YouTube et au travers de qui on passe les messages. Donc, le projet Es-tu malade? C'est quand même assez récent, mais quelle est l'ambition peut-être de Cossette Lab et de vous-même, de l'équipe qui travaille là-dessus, des gens qui collaborent? Il semble y avoir une volonté justement pour faire développer tout ça, mais est-ce que vous vous donnez un certain laps de temps? Est-ce que c'est là pour rester? Est-ce que ça va juste grandir puis s'adapter? C'est évidemment un projet qu'on aimerait qu'il reste. On s'est donné 6 mois, 1 an pour tester, pour voir aussi si, à partir du moment où nous, on considère qu'on est un peu un prototype, là, on essaye une nouvelle manière de s'adresser à eux, en passant par Calypso, en allant sur YouTube. Ce qu'on a vu, c'est beaucoup des adultes, en fait, des psys, des travailleurs sociaux, tout ça, qui font des capsules pour sensibiliser, mais il n'y avait pas encore cette forme-là, en fait, d'avoir vraiment quelqu'un de leur âge qui prend le vocabulaire et la forme des YouTubeurs tels qu'on les connaît pour délivrer des messages. Donc, le but, c'est de créer une communauté de manière la plus organique qui soit, donc de fédérer les jeunes au fur et à mesure, de faire en sorte qu'ils soient engagés, qu'ils osent poser des questions, qu'ils osent se renseigner aussi. Et évidemment, au travers de toutes ces capsules-là, nous, on renvoie vers des gens qui sont des gens spécialisés. On va renvoyer vers tel jeune dont je parlais tout à l'heure. On va renvoyer vers le 811, qui est l'Infosanté. On va renvoyer vers les urgences en cas d'urgence. On va renvoyer vers des services de psychologues. Donc, c'est vraiment aussi d'avoir cette responsabilité par rapport à ce projet qui est très important. Je veux dire, quand on parle de santé mentale chez les jeunes, là, il faut être extrêmement attentif aux signaux, il faut être extrêmement sensible, il faut être en délicatesse. Donc, on teste toutes ces affaires-là, c'est nouveau, on essaye, on voit comment ça réagit. Je vous dirais que, étant donné que c'est un projet à but non lucratif, un projet de sensibilisation, il n'y a pas d'objectif chiffré à proprement parler. Je ne peux pas vous dire, je veux que X centaines de jeunes aient fait appel à nos services. C'est pas le but, il n'y a pas de service. C'est vraiment de la sensibilisation au sens très large. Mais c'est bien qu'une boîte comme Cossette s'investisse. Il y a des grandes compagnies comme Bell qui fait des choses aussi au niveau de la santé mentale, mais c'est intéressant que les compagnies redonnent puis se rendre compte que parce qu'ils ont l'expertise au niveau visuel. Je regarde votre site, puis il y a quelque chose d'attirant, là, il y a des images qui sont vraiment intéressantes. Donc, il y a une enveloppe qui est intéressante, qui est accueillante. Là, ensuite, il faut juste comme tester des choses, mais c'est bien qu'une entreprise s'investisse dans un sujet qui est peut-être pas si vendeur que ça, finalement, là, la santé mentale, entre autres. Là. C'est pas vendeur, puis c'est toujours compliqué de le faire sans être alarmiste.
Quand on parle de stress et d'anxiété chez les jeunes, puis qui devient vraiment extrêmement problématique, là, on voit beaucoup de jeunes dans les cégeps universités qui font des burn-out, qui vivent des problèmes d'anxiété majeure, qui ne sont plus capables de gérer tout leur stress. On en a parlé avec une psy, on a fait beaucoup de recherches et on sait que c'est des sujets qui sont sensibles. Et on sait aussi que on navigue entre des jeunes qui sont pas trop conscients de ça, puis qui s'en mettent beaucoup sur les épaules, et à un moment donné où ça craque et de se dire, mais on peut pas, comment en tant que société, on peut accepter que des jeunes qui ont 17-18 ans se mettent dans des états pareils au cours de leurs études. Donc c'est de les sensibiliser, mais sans dramatiser non plus, parce que sinon, ça va pas les intéresser. Il y a aucun jeune de 17 ans qui a envie de se faire dire attention à tous les problèmes qui peuvent potentiellement arriver. Donc c'est de trouver une manière de leur parler qui est ludique. On joue beaucoup la notion du sans tabou. Donc Calypso parle dans un langage qui est très propre à sa génération, avec des références qui leur sont propres et avec des limites. Évidemment, il y a des limites éthiques et des limites de responsabilité, mais il n'y a pas de limite au sens si à un moment donné on doit parler de sexualité, on va y aller avec un vocabulaire qui leur sont propres. Là, on ne commencera pas à mettre les formes. Donc ça, c'était important pour nous, en fait, de s'adresser directement à eux en disant, mais je pense que ce sujet-là. Et les sujets sont choisis en fonction de ça aussi. Donc, évidemment, on va parler du stress, on va parler de la dépression, on parle aussi, par exemple, du consentement, qui est un sujet un peu sensible chez les gens. Ouais. On va parler des problèmes de dépendance, de consommation, on va parler d'image corporelle, on va parler d'ITS, on va parler d'un paquet d'affaires, en fait, qui sont des sujets qui parfois tombent dans des zones grises, puis on ne sait pas trop comment les traiter, puis voilà. Et là, on s'est dit, Calypso, avec son regard d'une fille de 18 ans, avec son expérience de ses études, avec son parcours, elle va nous aider, en fait, à faire comment on leur parle à ces gens-là, puis comment, vous les jeunes, là, sur quoi vous avez besoin d'être sensibilisés, puis comment on peut rentrer en dialogue. Ça me fait penser, votre projet, en fait, Es-tu malade? Ça me fait penser un peu à une époque où il n'y avait pas Internet. Les émissions jeunesse, c'est faites par des jeunes, pour des jeunes, mais à quelque part, ça a toujours fonctionné. Tu sais, on dirait que les adultes n'ont pas toujours la façon de s'adresser aux jeunes, et puis souvent, entre eux, je pense qu'ils peuvent souvent peut-être mieux communiquer ensemble, surtout pour des problématiques comme ça, là. Mais on l'espère aussi, c'est-à-dire que moi, je me souviens quand j'avais 17 ans, là, un adulte, j'avais toujours l'impression qu'il était en train de me faire la morale, ouais. qui prêchait la bonne parole pour quelque chose, puis on a tous eu 17 ans, puis on se souvient tous qu'on a l'impression que les adultes comprenaient rien, puis que de toute manière, nous, on était différents, puis que ça allait pas se passer de la même manière. Et il y a aussi qu'il y a des nouvelles problématiques qui apparaissent. Si on parle de la dépendance au numérique, c'est quelque chose que nous, on connaît pas, c'est-à-dire qu'on l'a jamais eu à faire face à ça en tant qu'adulte. C'est des problématiques où les problématiques, par exemple, tout ce qui est lié à l'image corporelle dans les réseaux sociaux. Comment les réseaux sociaux véhiculent une image qui n'est pas la réalité, qui est déformée, mais dans lesquelles les jeunes sont en immersion totale 24 heures sur 24. Ouais. Et nous, on arrive, on leur dit, non, c'est pas ça la vraie vie. Donc, c'est compliqué aussi parce qu'il y a comme une dissonance entre ce que nous, on véhicule comme message et ce qu'eux, ils vivent au quotidien. Donc, c'est important de comprendre quelles sont leurs problématiques, puis que ce soit une jeune qui parle aux autres, puis qui encore une fois, de manière complètement documentée et professionnelle, mais leur transmettre certains messages. Oui, on va suivre ça avec intérêt. On aimerait ça, avoir les coordonnées, en fait, les infos, comment on peut... c'est par le site web, j'imagine que tout se passe, on peut rentrer par là. En fait, le site web est comme la plateforme clé, là, donc ça s'appelle estumalade.com. Et à partir de là, vous allez avoir les liens sur la page YouTube et le Facebook, qui de toute manière, les deux s'appellent Es-tu malade aussi. Oui, alors si on cherche Es-tu malade, je pense qu'on va tomber assez facilement. On va suivre ce projet-là. Oui, c'est intéressant. Sinon, on n'a pas bien fait notre job. Oui, non, je suis certain que c'est très bien fait, surtout que si vous avez l'air des professionnels, les Cossette aussi, on connaît la réputation de Cossette, donc c'est très intéressant. Ça va être intéressant à suivre. Bonne continuation avec le projet. Puis merci beaucoup. On va certainement se reparler dans quelques temps pour voir un peu où est-ce que ça en est. Ça va certainement évoluer. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Amandine Gauthier. Merci à vous. Et à la prochaine. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Ici Marjolaine Lachance de Belle Cause pour la cause. Vous écoutez actuellement l'émission Folie douce. C'est maintenant le bloc Espresso allongé. On continue, Pierre, sur le sujet que tu nous as emmené, prisons et dragons. On a hâte de voir comment ça se poursuit, cette histoire. Oui, parce que dans certaines prisons, en tout cas dans une prison du Colorado, on joue à Donjons et Dragons parmi les prisonniers. Alors, on nous dit dans l'article de Mme Elisabeth de Clear, elle nous dit que certains des gardiens tolèrent très bien le jeu.
C'est-à-dire que certains vont même jusqu'à les encourager. Ils apprécient le fait que cela demande beaucoup d'imagination. J'ai même vu des agents pénitentiaires aller dans leur bureau pour imprimer des donjons, des règles et plein d'autres trucs pour les parties. Quelques gardiens, cependant, ont cru déceler des motifs cachés derrière le jeu. Il y a 2 ans, un lieutenant a tout fait pour que notre partie cesse. C'est un des détenus qui parle. Il a pris tout ce qu'on avait et a transmis nos cartes aux autorités pénitentiaires pour qu'ils vérifient que ce n'était pas des plans pour une évasion. Les détenus ont accès à de nombreux jeux en prison, mais Donjons et Dragons est l'un des rares à être vraiment coopératif, puisqu'il récompense les joueurs qui s'entraident. Par ailleurs, certaines études indiquent que Donjons et Dragons encouragent des comportements positifs susceptibles d'être utiles aux détenus après leur libération, et non des formes de compétitions hostiles, comme le disent certains. En 2012, des chercheurs de l'Université de l'Ohio ont mené une étude autour de la question suivante. Le fait de jouer à des jeux vidéo en coopération encourage-t-il des comportements coopératifs? On a donc demandé à des groupes de cobayes de jouer au jeu Halo 2, où 2 joueurs étaient alliés face à des adversaires. Ça, c'est encore un jeu que j'ai jamais pratiqué. Je connais pas non plus, encore moins. Mais je connais le nom, en tout cas. Ah, moi, je connais pas du tout. Oui. Alors, après chaque partie, les participants étaient placés face à un dilemme. On leur donnait 4 pièces de monnaie et ils devaient choisir s'ils voulaient les garder ou les donner à l'autre joueur. S'ils les donnaient, leur valeur doublait, mais pas pour l'autre. En théorie de jeu, on parle de dilemme du prisonnier pour évoquer ce genre de situation. Les chercheurs ont constaté que les participants qui avaient joué en mode coop avaient beaucoup plus de chances de donner leurs pièces, ce qui faisait que les 2 joueurs repartaient ensuite avec plus d'argent. Et ceux qui s'étaient affrontés, eux, avaient tendance à regarder leurs pièces. Klug a joué à Donjons et Dragons toute sa vie, en prison comme dehors. Quand on s'est parlé pour la première fois, je lui ai demandé ce qui avait été le plus dur en tant que maître de donjon derrière les barreaux. Il m'a répondu qu'au début, les joueurs refusaient de s'entendre, même pour sauver la vie de leur personnage. Ils manquaient d'esprit d'équipe et se comportaient toujours comme des concurrents, en dépit du fait qu'ils avaient le même objectif. Toutes leurs décisions visaient à maximiser leur profit personnel, quitte à mettre en danger le reste du groupe et à menacer l'ensemble de la mission. Mais après des années passées à jouer, Klug affirme que son groupe de joueurs a fait de gros progrès sur ce plan. Melvin nous dit « Le jeu dépasse les tensions et les différences. La partie est plus importante que les gangs, la religion ou l'origine ethnique. Autour de la table de jeu, on n'est pas noir, blanc ou latino. On est un elfe, un nain, un alphelin, etc. Le jeu rassemble. » Il continue en disant « Je trouve ça beau qu'un jeu puisse transformer un nerd de 88 livres en barbare colossal ou qu'un ex-braqueur se retrouve alchimiste et que les 2 collaborent ensemble. » C'est très prenant aussi, les jeux. Je trouve qu'il y a un bienfait là-dessus, parce que quand on parle de prisonniers, le temps est long en prison, là, alors d'avoir quelque chose pour s'évader, je trouve que ça a quand même très, c'est ça, très bien. Et puis les joueurs, au début, tu vois, sont très individualistes. Ouais. Mais ça peut changer. Ça développe l'entraide ou l'écoute, peut-être, c'est ça? Des valeurs sociales, je dirais. La recherche scientifique indique que des jeux comme Donjons et Dragons peuvent avoir un rôle thérapeutique. En 1994, un psychologue nommé Wayne Blackman a publié une étude montrant comment Donjons et Dragons avaient été utilisés pour traiter un jeune homme suicidaire de 19 ans sur lequel aucun autre traitement n'avait eu d'effet. À travers le jeu de rôle, le patient avait pu exprimer ses angoisses et ses émotions dans un environnement sûr et structuré. Depuis lors, Blackman propose le recours à Donjons et Dragons pour aider les patients à explorer, selon ses dires, leurs donjons mentaux et vaincre leurs dragons psychologiques. Pour le détenu Klug, la table de Donjons et Dragons est le seul endroit au sein de la prison où il peut se livrer à l'introspection sans être dérangé. Même s'il a passé l'essentiel de sa vie en prison, Klug n'est pas vraiment fait pour la vie derrière les barreaux, où l'essentiel de la récréation consiste à faire de la musculation et à socialiser avec les autres, 2 choses pour lesquelles il n'est pas très doué. Il dit qu'il n'y a pas trop d'alternatives au sein du système de réinsertion. Tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Je me fous des cours de maçonnerie ou des discussions avec les autres détenus. À la table de Donjons et Dragons, Klug peut se plonger dans ses pensées
et se concentrer sur la résolution de problèmes auxquels lui et ses partenaires font face, un domaine dans lequel il brille. Comme il le dit lui-même, Donjons et Dragons, c'est ma réhabilitation à moi, qui me permet de m'évader et de résoudre mes propres problèmes. Les prisons américaines, comme celles des autres pays, ont un problème d'identité. D'un côté, elles sont censées guider les détenus vers la réinsertion afin de limiter les chances qu'elles récidivent. Mais en même temps, elles sont aussi censées punir ceux qui ont enfreint la loi en leur proposant des divertissements très limités, de manière à les forcer à réfléchir au sens de leurs actes jour après jour. Si le jeu devient trop agréable, s'il permet aux joueurs d'éviter de penser aux souffrances qu'il a causées, a-t-il vraiment sa place en prison? Et en terminant, Mme de Clé nous dit, malgré leur comportement douteux dans la vie réelle, Klug a remarqué que ses partenaires de jeu choisissaient bien souvent des personnages loyaux et bons. Parfois, un tel rôle suppose de se sacrifier, quelque chose que l'on voit rarement en prison. Pourtant, ces détenus trouvent ça normal. Après tout, chacun tend à se considérer comme quelqu'un de bien. Et le meilleur moyen d'y parvenir consiste peut-être à incarner via le jeu un personnage qui n'est pas encore tout à fait soi-même. C'est peut-être une façon, justement, d'avoir une chance peut-être d'être quelqu'un d'autre, puis peut-être de se refaire, ou en tout cas de se refaire une certaine image. C'est drôle, tu sais, même dans l'imaginaire, ça doit faire du bien quand même à la personne. C'est difficile de penser que ce jeu-là n'a pas aucune valeur de réinsertion sociale. Sûrement qu'il y a une très bonne valeur. Ouais. Merci du sujet, Pierre. Prisons et Dragons à Folie Douce. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Pour conclure ce rendez-vous de Folie Douce, alors je remercie notre invité en début d'émission, Laurie Scheiken, qui nous a présenté sa balado « Respire avec moi ». À l'Espresso et à l'Espresso allongé, Pierre, tu nous as amené le sujet « Prisons et Dragons ». Intéressant d'avoir vu un peu ce qui peut se passer dans une prison et comment le jeu peut amener les prisonniers à mieux se sentir, finalement. Il faudrait que j'apprenne à jouer à un moment donné. Oui, ça semble intéressant, ça semble prenant. En tout cas, c'est intéressant. Merci pour ça. Merci pour la mise en onde également. Je remercie notre invité aussi un peu plus tard à l'émission, Amandine Gauthier, qui nous a présenté le projet « Es-tu malade ?» Alors, c'était le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.